Bienvenue sur votre podcast Au cœur du réseau, le rendez-vous mensuel de Purpan Alumni pour découvrir des parcours hors du commun. On démarre dès à présent avec Mathieu Benoît, promo 71, qui vous présente aujourd'hui notre nouvel invité. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claude Dominger de la 56e promotion, qui est le gérant du cabinet Optime, qui depuis plusieurs années est expert en matière de gestion d'entreprise et de production et de thématiques foncières, et qui va aujourd'hui, je précise aussi qu'il intervient dans le cadre d'un groupe de réflexion qui s'appelle le CEMA, qui est historiquement rattaché au groupe Purpan et qui est apporteur d'idées et force de proposition, qui intervient dans des réflexions autour de l'organisation et la gestion des organisations agricoles de façon très intéressante. Voilà. Aujourd'hui, Claude nous parle de l'évolution des valeurs de l'entreprise agricole et comment cette problématique globale recouvre des enjeux importants et comment on peut justement bien valoriser l'activité agricole et comment on peut la traduire ça dans de la comptabilité. Je lui laisse la parole. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour à tous. Bon, donc je vais commencer par une présentation rapide de mon vécu. Comme il vient de vous l'être dit, ben oui, c'est 56e, c'est-à-dire 1972. Bon, moi, je ne suis pas d'origine agricole. J'ai découvert le monde rural en arrivant à Purpan en 72. Et ben, ça m'a passionné et ça me passionne toujours. Donc, je pense que les mentors principaux auxquels je souhaite rendre hommage, que sont Raymond Belloc, Calixte Couffin, Georges de Charin, Bernard Faure, ont su justement me prouver qu'il y avait de belles choses à faire dans ce monde rural, y compris pour le citadin que j'étais. Et je me rends compte, après 45 ans d'activité, que ces mentors ont toujours de l'importance dans mon approche du métier. Alors, j'ai commencé, en fait, dès 77, j'ai commencé par être conseiller en développement en chambre d'agriculture dans un secteur un peu particulier, une activité un peu particulière, puisque j'étais conseiller en élevage bovin dans la montagne sèche du Languedoc, c'est-à-dire la partie garrigue, piémont du Massif central. Donc, les bovins, ce n'était quand même pas l'activité essentielle. Et ce qui est en rapport avec le sujet que j'ai à traiter aujourd'hui, ce que je veux souligner, c'est qu'à cette époque-là, quand on faisait du conseil en développement, on était essentiellement préoccupé d'optimiser la marge brute. Et on ne se préoccupait pas beaucoup d'autres choses. Et très vite, j'ai été confronté l'hiver 78-79 à la première grave crise du veau sous la mer. Et donc, j'ai pris conscience à ce moment-là, comme j'avais la responsabilité d'un groupement de producteurs également, que on avait beau travailler sur les coûts de production et les performances technico-économiques, si on n'a pas une valorisation commerciale, on ne peut pas faire grand-chose. Très vite, notamment pour trouver des solutions, je me suis retrouvé à être en contact avec le Crédit Agricole pour mettre en place des financements pour transformer des productions de veaux de boucherie en engraissement de jeunes bovins. Et de ce fait, le Crédit Agricole m'a proposé d'intégrer une équipe qui s'occupait à ce moment-là de la mise en place du financement global des exploitations agricoles, dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque les plans de développement. Et donc, au bout de 3 ans d'activité comme conseiller de développement, je suis rentré dans cette équipe de conseillers en financement au Crédit Agricole. Et là aussi, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont passionné. Ça m'a permis de faire une formation bancaire qualifiante, donc c'était intéressant également. Et surtout, je me suis aperçu que, bon, attention, c'est bien beau de faire du financement global d'entreprise, mais il faut avoir des instruments de mesure sur toute la vie
l'accompagnement, toute la durée de l'accompagnement d'entreprise, soit des instruments de mesure en matière de contrôle de gestion qui soient fiables. Et à cette époque-là, on était loin du maillage qui existe depuis maintenant au moins 2 décennies, même 3, en matière de comptabilité des entreprises agricoles. Donc, je me suis retrouvé de ce fait-là, comme j'avais soulevé le problème, je me suis retrouvé en fait à la demande du Crédit Agricole à être directeur de centre de gestion, ce que j'ai été pendant un peu plus de 6 ans. Mais je me suis rendu vite compte que ma vision globale de la création de valeur dans l'entreprise agricole n'était pas celle qui était admise à cette époque-là, notamment par le syndicat majoritaire. Et on a été pas mal en conflit sur la manière de piloter ce centre de gestion, et notamment du fait que personnellement, j'avais mis en place un travail pluridisciplinaire avec des experts comptables libéraux, avec des avocats. Enfin bon, tout ça, ça ne plaisait pas trop. Et donc, nous nous sommes séparés fin 88 et j'ai créé le cabinet Optime avec ceux avec lesquels je travaillais déjà, les libéraux avec lesquels je travaillais déjà. Notre objectif étant de faire une offre complète du style des Big Five qui existaient à l'époque. Et notre malheur, c'est qu'il y a eu la loi de décembre 90 qui a fait naître la nouvelle profession d'avocat, qui nous a contraints de réduire fortement nos ambitions, puisque ne pouvaient plus s'associer les acteurs du chiffre et les acteurs du droit. Et nous, on avait associé avocats, notaires, conseil juridique, experts comptables, enfin bon, conseil en gestion sans profession réglementée, tel que j'étais. Donc, on a été obligé de démonter ça. Et de 8 associés, on s'est retrouvé 2. Et donc, on s'est retrouvé dans la configuration du cabinet aujourd'hui. C'est-à-dire spécialisé secteur agricole et sans association avec d'autres professionnels du conseil ou de la comptabilité. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même faire une offre en matière comptable. Donc, dès 1993, j'étais à l'initiative de la création d'un cabinet d'expertise comptable. Enfin, juste entre parenthèses, on utilisait Agrigest à cette époque-là comme outil de comptabilité budgétaire et analytique. Et donc, on a été à l'origine de la mise en place d'un cabinet d'expertise comptable avec lequel on s'est associé au sein d'une ESCM en 1998. Bien qu'on en ait informé l'ordre des experts comptables en 2008, ce même ordre des experts comptables nous a sommé de dissoudre la SCM avec la menace de retirer l'agrément aux 2 experts comptables qui étaient associés avec nous dans cette SCM. Je dis tout ça parce que vous allez comprendre pourquoi on se retrouve avec l'approche qu'on a aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, moi, je me suis retrouvé confronté à l'ordre des avocats à titre personnel parce qu'il paraît que je faisais du conseil juridique déguisé alors que je travaillais avec des avocats. Enfin bon. Du coup, par défi, je suis retourné à l'université en 1995 en disant, mais écoutez, puisque vous me mettez au défi d'avoir une qualification en droit, je vais aller jusqu'à la maîtrise pour que je sois tranquille de ce côté-là. Donc, je retourne à l'université pour faire une maîtrise droit des affaires. Donc, bon, voilà, tout ça pour finir que je me suis retrouvé au fil du temps remarqué quand même par le monde non seulement du conseil, mais également le monde judiciaire. Qu'en 1999, on m'a demandé d'être expert judiciaire. En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le candidat qui pose sa candidature qui attend qu'on veuille bien l'admettre. Mais on m'a demandé d'être expert judiciaire. Et donc, je me suis retrouvé dès 2000 expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse, mais pas en agriculture parce que mes nouveaux pairs, dont plusieurs Purpanais,
s'était fortement opposé à ce que je puisse être inscrit dans la spécialité agriculture. Donc, comme les magistrats me voulaient, on m'a dit, ce n'est pas grave, compte tenu de vos compétences, on vous met dans la spécialité économie-finance, ce qui fait que j'étais avec des experts comptables et des commissaires aux comptes qui, eux, n'étaient pas spécialisés dans le secteur agricole. Et je me suis retrouvé tout de suite désigné pour traiter de difficultés d'entreprise du monde rural, ce n'est pas uniquement des entreprises agricoles. Ce que j'ai fait pendant 20 ans, et c'est moi qui, au 1er janvier, qui avait annoncé qu'au 1er janvier 2019, je cesserais ce type d'activité parce que j'en avais assez fait. Parce que j'ai traité plusieurs centaines de dossiers dans ce cadre-là, et très franchement, c'était assez impliquant. Mais tout ça m'a fait découvrir encore un peu plus la globalité, la nécessaire globalité du conseil aux entreprises, si on veut non seulement leur permettre d'être créatrices de valeur, mais de pérenniser ces valeurs. Donc, ça m'a conforté dans l'orientation du cabinet Optime, dont je vais vous présenter l'activité maintenant et notre vision de ce qu'est le conseil aux entreprises du secteur de la production agricole. Donc, je vais partager l'écran. J'espère que tout va bien se passer. Alors, le problème, c'est que je ne suis pas en plein écran. Vous me voyez en plein écran ou pas là? Non, pas tout à fait, mais on voit quand même, mais ça serait mieux en plein écran. Alors... Bon, Non, mais je vais vous le faire. Voilà. C'est bon? Vous m'avez en plein écran? Vous avez le diapo? Non, toujours pas. C'est bizarre, ça. Pour moi, il est en plein écran. Bon, je pense qu'on peut le laisser comme ça. Oui. On voit bien vous pouvez le présenter comme ça. D'accord. On est parti. Ça bon, marche. Donc, je vous ai mis Purpanay, conseiller d'entreprise de production depuis plus de 45 ans. Je précise que je suis toujours en activité. Donc, qu'est-ce que le cabinet Optime? Donc, depuis 1989, puisqu'on a créé le cabinet en avril 89, donc, on intervient auprès des entreprises agricoles et agroalimentaires en gestion de projet, organisation, stratégie d'entreprise, gestion patrimoniale, gestion de crise. Alors, dans l'ordre, en fait, initialement, on était beaucoup gestion de crise parce que moi, quand j'ai rompu mes liens avec le secteur des organisations professionnelles agricoles, dans le contrat de travail que j'avais co-construit avec l'avocat conseil de l'époque, j'avais mis une clause de non-concurrence qui donc s'appliquait à ma personne directement. Et donc, personne ne s'intéressait à la gestion de crise. Et moi, déjà au centre de gestion, j'avais commencé à appliquer les nouvelles règles de la loi de 85 étendues par la loi de 88 à l'agriculture pour le traitement des difficultés des entreprises. Et donc, notre marché initial, c'était essentiellement de la gestion de crise. Et puis, au fil du temps, on a élargi notre activité à du conseil plus général, d'autant que ceux qu'on avait conseillés en gestion de crise et auxquels on avait permis de surmonter la crise et de se pérenniser, nous demandaient de continuer de les accompagner. Donc actuellement, pour certaines entreprises, on est à la deuxième transmission de l'entreprise dont on a géré la crise à l'époque. Au niveau de, donc comme je vous le disais, non, en introduction, donc je ne vous l'ai pas dit. On intervient sur l'ensemble du territoire national et depuis 2009, on a développé
un fonctionnement par communication dématérialisée. On l'a sécurisé fortement depuis maintenant 5 ans. Et donc, il arrive qu'on ne connaisse nos clients qu'à travers les médias. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, on a mis en place une méthode depuis la crise du lait en 2009 qui nous permet de faire de l'audit et du conseil sécurisé totalement à distance. Alors, avant de rentrer dans le concret de cette notion de valeur d'entreprise, j'aime bien illustrer l'évolution du périmètre de l'activité agricole par l'évolution de l'article L311-1 du Code rural. Puisque, à l'origine, cet article qui a été créé donc le 23 juillet 1993 ne s'intéressait qu'au cycle biologique de caractère végétal ou animal, ainsi que des activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de ce cycle biologique ou qui ont pour support l'exploitation. Et puis en 1997, on y a ajouté les cultures marines. Et puis en 2005, on y a ajouté les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, sauf pour faire des spectacles. Et puis en 2010, on y a ajouté la production, la commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles de biogaz, d'électricité, de chaleur par la méthanisation. Et puis en 2019, on y a ajouté l'exploitation des marais salants. Mais à condition de respecter certaines contraintes quant à la répartition de l'importance des activités, toutes ces activités conservent un caractère civil. Et donc, ça veut dire que l'activité agricole, elle est devenue de plus en plus composite et les valeurs qu'elle crée, que l'entreprise agricole crée, elles sont de nature de plus en plus diverses. Pourtant, bien souvent avec les mêmes acteurs et bien souvent dans le même cadre juridique. Donc, ce qui m'amène au sujet que je souhaite traiter, c'est que les valeurs de l'entreprise agricole, c'est une problématique globale. Pourquoi c'est une problématique globale? Parce que pour créer ces valeurs, on part donc d'un patrimoine qui est soit un patrimoine foncier en propriété, soit un patrimoine d'exploitation qui est constitué de droits au bail et de matériel et installations, sur lequel on développe des activités qui sont dans une organisation économique et financière, je dirais, plus ou moins précise, ou plus ou moins diversifiée, qui utilisent des forces de travail ou des capacités à mobiliser des moyens. Tout cela étant bien souvent, de plus en plus souvent, réalisé dans un cadre contractuel. Et d'ailleurs, si j'avais terminé mon cycle de droit en DEA de droit des affaires que j'ai interrompu puisque mon activité judiciaire devenait trop importante, en DEA de droit des affaires, j'avais choisi comme sujet la commercialité grandissante de l'activité agricole. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'activité agricole, c'est quand même une somme de contrats de toutes sortes. Et ce qui fait que ces valeurs, elles peuvent être concentrées, pérennisées, c'est qu'on les fait dans le cadre d'une organisation qui est plus ou moins adaptée. Et donc, notre audit, c'est d'analyser où sont les risques de cette entreprise et voir quels sont les points forts et les points faibles, notamment de l'organisation qui porte l'activité. Notre objectif majeur, je dirais, c'est de mettre en évidence les valeurs émergentes et cachées, puisque là, c'est le côté expert qui revient. La valorisation des entreprises agricoles, elle est encore aujourd'hui trop dominée par
la consistance des moyens de production est insuffisamment par les atouts de l'organisation ou de ces différents moyens de production, dont les contrats. Donc, on aboutit pour nous à 5 sources de capitalisation. La production, donc, qui est l'ensemble des moyens qu'on appelle outils, l'orientation de l'activité, quelles sont les productions qui sont réalisées, comment l'entreprise s'insère dans la société et quelles sont les valeurs qui peuvent être capitalisées par son insertion dans la société. Donc, ça peut être des valeurs liées à son implantation en matière d'urbanisme, ça peut être des valeurs liées à l'intérêt sociétal du territoire dans lequel elle est installée. Ça peut être lié aussi à l'adéquation entre le territoire et l'activité, c'est-à-dire que dans certains cas, on a une activité qui avait une rationalité par rapport au territoire il y a 20 ans ou 30 ans et qui aujourd'hui devient une gêne. Par exemple, si j'ai une activité qui devient un établissement classé, une installation classée qui se trouve de plus en plus à proximité de zones résidentielles, pour prendre un exemple assez trivial. Et aujourd'hui, je dirais encore plus que ces dernières années, dans le capital sociétal, il y a le rôle de cette entreprise agricole ou agroalimentaire dans la production d'énergie en parallèle ou en complément de son activité principale. Capital humain, et ça c'est un sujet aujourd'hui de grande préoccupation, puisque savoir-faire, compétences, effectifs adaptés et pérennité de tout ça, c'est un vrai sujet. Et notamment par rapport à toutes les problématiques de contraintes de certains métiers de production. En ce qui concerne ce qu'on appelle le capital aval, c'est tout ce qui nous permet de valoriser nos productions. Donc, ça fait des années qu'on dit attention, la même production, selon le cadre contractuel dans lequel elle va s'exercer, elle ne va pas porter les mêmes valeurs, elle ne va pas capitaliser les mêmes valeurs. Soit parce que je suis contraint par mon statut d'associé coopérateur à continuer de livrer à une coopérative qui n'est pas particulièrement performante pour la valorisation des produits, soit parce que je n'ai pas dans mon environnement la possibilité de trouver une valorisation suffisante de mes productions. Et enfin, le capital qu'on appelle stratégique, qui est comment mon entreprise est cohérente et conforme avec l'ensemble de mon environnement d'activité. C'est-à-dire, est-ce que mes démarches de valorisation sont adaptées à mes objectifs de développement? Est-ce que ma politique d'investissement est cohérente par rapport à mon potentiel de développement? Est-ce que les contraintes réglementaires me permettent d'avoir une pérennité d'activité ou un développement d'activité? Puisque selon les secteurs de cette activité agricole de production et de transformation, je vais avoir des contraintes plus ou moins importantes et négociables. Donc tout ça, ça nous permet d'aboutir à la mise en évidence des valeurs émergentes et cachées qui peuvent être des valeurs positives ou des valeurs négatives. Si
pendant cette phase d'audit, il est apparu qu'on pouvait améliorer un certain nombre d'éléments ou de cohérence entre ces éléments. On fait des propositions d'amélioration, on engage une discussion avec le client afin de prendre des décisions et mise en place d'un plan d'action et de son suivi. Claude, bon, juste pour te signifier qu'il reste grosso modo 5 minutes, qu'il y a beaucoup de slides encore, donc je te le dis. Non, et ça tombe bien, il n'y a pas beaucoup de questions, donc tu continues, il n'y a aucun problème. C'est bon, mais 5 minutes, ça va suffire. Super. Donc, je vous illustre ça par 2 exemples. Un cas de producteur de tomates au pluriel hors sol, la caractéristique 4 sociétés civiles, 8 associés et une activité déficitaire et un gros problème de management et problématique de transmission intergénérationnelle parce que tout ça ne tenait que par la présence d'un patriarche. Donc, on a fait un diagnostic qui a mis en évidence les faiblesses de cette organisation, entre guillemets. Et donc, on a mis en place un plan d'action qui a été d'introduire une nouvelle activité contractuellement avec un industriel pour mettre en place une cogénération et ainsi diminuer le coût net du chauffage des serres et mettre en place une organisation juridique qui permette d'avoir un management structuré et pérenne et de préparer la transmission. Donc, l'aboutissement, c'est la réalisation de ces différents objectifs. Autre exemple, producteur de fromage fermier, donc une structure qui frisait le million d'euros de chiffre d'affaires, 2 associés, 12 salariés. On avait des problématiques de production avec des marges qui se dégradaient malgré une activité commerciale dynamique. Donc, on a fait nos diagnostics. Il est apparu qu'il était nécessaire de discuter avec les banques et même de passer par une procédure collective tout en travaillant sur l'organisation humaine et le système d'information qui n'était pas performant, notamment en matière de contrôle de gestion de l'activité commerciale. Et l'aboutissement, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est florissante, puisque ça remonte déjà il y a 7-8 ans, quoi. Et un 3e associé est venu les rejoindre et en 2021, ils ont eu 3 médailles au Mondial des fromages donc de septembre 2021. Ensuite, moi, c'est ma préoccupation permanente, c'est d'anticiper pour essayer d'être efficace au moment où les choses deviennent comme on a essayé de les anticiper. Donc, il s'agit en fait de s'assurer de la cohérence et de la performance de la chaîne de valeur à travers l'ensemble de son organisation et avec une bonne gestion des contraintes fiscales et sociales. Donc, exemple à ne pas suivre, c'est une entreprise qui a fait l'objet d'aucune anticipation, avec un décès brutal de l'associé exploitant, 2 enfants qui n'ont jamais participé à l'exploitation, et donc il a fallu vendre en urgence, et donc en réalisant que très très faiblement la totalité des valeurs accumulées sur cette entreprise. Par contre, dans un autre cas, ça a été de préparer donc cette pérennité en ayant une restructuration financière, en remettant en cause les orientations de production et de commercialisation et en restructurant toute l'organisation foncière de manière à permettre que la société soit sécurisée dans sa pérennité de jouissance. Et ça aboutit à l'installation des 2 enfants. La transmission, puisque les parents aujourd'hui sont à la retraite depuis 2 ans, et l'entreprise
se pérennise très largement. Enfin, un dernier exemple que je voulais vous citer pour vous montrer jusqu'où il faut se préoccuper lorsqu'on veut défendre la valeur d'une entreprise, c'est les aspects contractualisation ou intégration d'une création-intégration d'une nouvelle filière. Ce qui est apparu avec la loi de modernisation du 27 juillet 2010, c'est qu'on allait passer d'accords interprofessionnels à de la contractualisation, mais ce qui est apparu, c'est que en fait, la lenteur de la mise en place du système a complètement biaisé l'efficacité, puisque les OP n'ont vraiment été en place que pratiquement 2 ans après la loi de modernisation, et que donc on avait déjà des relations avec les transformateurs qui étaient bien installées et plus de dépendance que de contractualisation équilibrée. Donc, nous, notre exemple, c'est qu'on a vécu, puisqu'on accompagne des OP qui ont été constitués à cette époque-là, on a vécu des choses assez dures qui sont allées jusqu'à des démarches contentieuses qui se sont conclues par des accords de pérennité, mais dans la douleur, enfin, avec des relations qui ont été compliquées pendant presque 10 ans. Et surtout que la médiation prévue par la loi est complètement inopérante. Ensuite, la seconde démarche dans laquelle on s'est engagé, ça a été de susciter la mise en place de filières territoriales et de faire tout l'inverse de ce qu'a fait la loi, c'est-à-dire de prendre le temps de co-construire le contrat et de bien identifier où sont les leviers de création de valeur pour permettre un contrat plus équilibré sur la répartition de cette valeur. Ça, c'est ma dernière diapo, donc je ne vais pas la détailler, vous la verrez, comme ça je laisse la place aux questions si besoin. Désolé d'avoir été un peu long. Mais... Alors, ce que je propose, avant de passer aux questions, je vais boucler et comme ça, on va libérer ceux qui ne peuvent absolument pas rester. Si tu veux bien enlever cette slide parce qu'on va en mettre une autre, je crois. Et ensuite, on continuera avec, j'ai au moins une question que je vais relayer. Alors, je ne sais pas si Lisa a pu faire une petite slide pour présenter les prochains rendez-vous puisque les témoignages au cœur du réseau continuent l'année prochaine. Je crois que vous êtes nombreux à l'avoir souhaité. On va démarrer en janvier, le 12 janvier, avec Antoine Munier, aussi dans le conseil, qui va nous parler de finance et je dirais, d'innovation dans le monde de la finance pour faire évoluer le métier d'agriculteur. Je crois à travers un exemple en agroforesterie. Et puis, Baptiste Andrieux, qui aussi est cofondateur de Canopé Consulting, donc on est dans le thème, va aussi nous parler de finance et d'innovation dans le soutien à la transition des exploitations agricoles. Donc, je crois qu'on a une série de témoignages comme ça qui vont permettre d'approfondir des éléments très intéressants pour essayer de pérenniser le monde agricole et lui donner un second souffle. Remercie pour ce témoignage très riche, encore une fois, et qui prêtera à relecture à travers le podcast et à réflexion de nouveau. Et voilà, ça permet aussi de penser qu'on peut te recontacter pour approfondir ces sujets, j'imagine. Voilà, merci, à bientôt. On termine l'année. Je vous souhaite une belle fin d'année à tous les Purpanais qui nous écoutent. À bientôt. Au revoir. Ok, au revoir, bonne fête. Au revoir.